J'en avais marre d'avoir le sentiment qu'on jette beaucoup et j'avais besoin de quelque chose qui reste. Et le bâtiment, c'est quelque chose qui reste. En tout cas, il existe et il a besoin d'être rénové pour rester encore plus longtemps. Et je trouve que ça a beaucoup plus de sens que finalement de faire des produits qui sont utilisés et jetés derrière. Bonjour, je m'appelle Flavie, j'ai 42 ans. J'ai commencé ma carrière en tant que consultante. J'ai ensuite travaillé dans les cosmétiques en Australie et je suis maintenant chef de projet en rénovation de copropriété à Lyon. On va commencer par ton enfance et notamment une passion que tu avais, dont tu m'as parlé, un attrait pour les activités manuelles que tu partageais avec ton père. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette période et des activités que tu as faites avec lui ? Mon papa est super bricoleur, il a retapé la maison dans laquelle ils habitent toujours. Et il en a fait d'autres aussi, enfin, il est capable de faire l'électricité et la plomberie, donc j'ai toujours été très curieuse de l'accompagner, de peindre, décaper des radiateurs, faire du jardin, pas forcément l'électricité, mais du coup j'ai toujours eu envie de devenir un petit peu plus manuel, et j'avais pas forcément pris cette direction au départ, mais en tout cas avec ma maman aussi on faisait pas mal de peinture, avec mon grand-père on faisait beaucoup de peinture, et donc il y a toujours eu dans la famille des gens très manuels, et j'ai pas forcément été dans cette voie, mais j'ai été baignée là-dedans petite. Et qu'est-ce qui te plaisait dans le fait de partager ces activités manuelles-là avec ton papa ? Il y avait un côté ludique, hyper ludique, de passer du temps ensemble et puis surtout de voir quelque chose de pas très joli devenir joli. Je trouve que c'est toujours chouette quand on est petit. Et de retaper des maisons, enfin je sais pas, j'ai toujours été fascinée par les chantiers, les travaux et le fait de voir quelque chose de moche devenir beau. Et donc, comme tu me l'as dit, finalement, c'est pas la voie pour laquelle tu as opté au départ. Qu'est-ce que tu as choisi de faire après, en grandissant, au moment du choix d'orientation ? J'étais plutôt bonne élève dans une école de province et j'ai pas su trop ce que je voulais faire. Et en fait, je suis partie dans la voie un peu généraliste. Donc, j'ai été faire une prépa à Paris et ensuite dans le Nord. Et j'ai intégré une école de commerce un peu par défaut, sans trop me poser de questions de la suite, de ce que j'allais faire après. Et bonne élève, ok, pour les grandes écoles, mais il y a plein de voies possibles. Tu aurais pu aller, je sais pas moi, dans le droit, la médecine, ingénieur, que sais-je. Alors j'ai fait un stage en droit, j'ai pas du tout aimé. Pharmacie aussi, j'ai pas trop aimé. Pourquoi le commerce en fait, c'est ça Ouais, pourquoi le commerce ? En fait, c'est des gens qui m'en ont parlé, qui ont parlé d'école de commerce. Mes parents n'étaient pas forcément du milieu, ils sont plutôt profs et directeurs d'école. Donc honnêtement, je me suis pas assez posé de questions, je pense, à cette période. Et je suis allée dans la voie qui était la plus généraliste et la plus logique. Ingénieur, c'était 3 ans de prépa. Et ça a pu me repousser un petit peu, je pense. Et tu disais que puisque tu étais bonne élève, tu es allée dans le côté grandes écoles. C'est quelque chose que tes professeurs te disaient. Est-ce que toi, tu avais quand même déjà émis le souhait d'aller potentiellement dans le bâtiment, ou est-ce que tu te l'autorisais même pas parce que tu pensais que c'était pas fait pour toi, sous prétexte que tu étais bonne à l'école ? Je crois qu'en fait, j'ai pas eu d'exemple autour de moi de gens qui travaillaient dedans. Donc, ça n'a pas été trop un sujet qui est arrivé à me... En fait, je crois que je me suis pas autorisée à réaliser que j'aimais ça. J'aimais bricoler, j'aimais observer les chantiers qui sortaient de terre. Moi, j'aurais adoré être chef de chantier. Et donc, tes études de commerce, tu les réalises, et qu'est-ce que tu fais après, une fois que tu as obtenu ton diplôme ? Alors, je fais 4 années à Lyon, et après l'école de commerce, j'ai fait 5 ans en conseil à Paris, à faire des missions différentes, sans direction claire et sans m'aider à trouver ma voie. Qu'est-ce qui te faisait dire que tu ferais pas ça toute ta vie ? Alors quand on est en conseil, on arrive un peu comme une rustine dans beaucoup d'équipes. Alors parfois parce que les gens n'ont pas la disponibilité ou le temps pour faire la tâche qu'on nous demande de faire. Mais du coup, on est là pour décrire des process, mettre en place des outils. Et moi, j'ai besoin d'ancrage plus. J'ai besoin d'être dans des équipes, d'appartenir et pas de bouger tout le temps. Je pense que c'était trop mouvant. Changer d'entreprise, changer d'équipe, changer de patron. Et ça a pu ne pas forcément me plaire. On doit aussi être un peu le mouton à 5 pattes, et quand on projette d'avoir une famille après, c'est compliqué d'imaginer rester dans ce milieu, en fait, je pense. L'Australie, donc, on y vient. Je te laisse m'expliquer comment est-ce que ça s'est passé, pourquoi est-ce que tu es partie en Australie ? Alors, on était tous les deux en conseil avec mon mari à Paris. On s'est mariés en 2012 et on a décidé d'aller vivre au moins 1 an en Australie, de tester
C'est la dernière année où on pouvait bénéficier du visa vacances-travail. J'allais dire le working holiday visa. Et donc on s'est dit, tiens, c'est l'opportunité ou jamais. Lui, il avait refusé avant un VIE. Donc on s'est dit, bah là, on avait 29 ans, c'est le moment ou jamais. On connaissait des gens aussi qui étaient sur place. Donc c'était une opportunité d'aller vivre loin pendant un moment. Les premiers mois étaient quand même assez difficiles. De se retrouver loin après un mariage hyper entouré. Où au final, tu te retrouves tout seul avec 8 heures de décalage. Même si la plage est magnifique, j'avais du mal à apprécier. Et je savais pas trop ce que j'allais pouvoir faire, surtout en Australie. Donc en arrivant en Australie, pour pas utiliser trop nos économies, j'ai essayé de chercher des petits boulots, j'ai déposé des CV un peu partout, et j'ai été embauchée dans une entreprise de cosmétiques pour être vendeuse juste avant la période de Noël. Donc je suis restée 3 ans et demi dans la première entreprise de cosmétiques à Sydney, où là j'ai eu ma première fille à ce moment-là. J'ai pris 6 mois de congé maternité. En Australie, c'est plutôt 1 an, mais déjà, je trouvais ça beaucoup, 6 mois. Et je suis revenue là-bas. J'étais pas forcément satisfaite de ne pas évoluer à ce moment-là. Et il y a un ami qui m'a parlé d'une entreprise qui était rachetée, une entreprise française qui rachetait de cosmétiques également, qui rachetait le distributeur en Australie. Et c'était l'occasion pour moi d'évoluer. Et j'ai été faire tout ce qui était prévision de vente et réassort depuis la France pour les boutiques en Australie. Et travailler dans le secteur des cosmétiques, qui est un secteur que tu as découvert en Australie, qu'est-ce que tu en as pensé de ce secteur-là ? Alors j'ai trouvé les deux entreprises dans lesquelles j'ai travaillé très chouettes parce que c'était des marques françaises, donc à l'étranger elles rayonnaient super bien. Ça c'était agréable. Maintenant ça m'a fait réaliser le côté société de consommation. Le fait d'avoir un produit pour tout type de cheveux, un gel douche de plein de marques différentes et pas de marques différentes, de parfums différents, d'avoir des crèmes pour n'importe quel type de peau et de renouveler tous les 2 ans parce que les campagnes marketing l'exigent, de renouveler les stocks et de réaliser qu'en fait au bout d'un moment quand on renouvelle le stock précédent il doit être écoulé, sauf que c'est impossible d'être hyper juste au niveau des prévisions. On ne sait pas combien on va acheter et on ne veut pas vendre au rabais la marque puisque ce serait impacter la marque fortement. Et donc en fait on se retrouve à la fin à jeter forcément du stock de crème et ça j'ai eu beaucoup de mal à digérer. Donc il y avait un vrai objectif quand même concret de travailler sur le stock et de faire en sorte qu'on n'en ait pas trop, qu'on n'en fasse pas venir trop et qu'on consomme ce qu'on arrive à vendre. Maintenant, c'est pas une science exacte et il y a des promotions marketing, il y a des choses, des concurrents qui arrivent sur le marché qu'on maîtrise pas, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Il y a forcément du gâchis en fait. Le fait de fabriquer des choses qui vont être jetées, qui vont pas rester, pourquoi est-ce que ça te tracassait ? Parce qu'il y a des millions de gens dans plein de métiers qui le font et que ça te tracasse pas. Pourquoi est-ce que toi ça te Je pense qu'il y avait quand même une conscience dans une des marques de cosmétiques qui avait une conscience vraiment d'où venait le produit, l'origine des ingrédients, donc plutôt respectueux à ce niveau-là, mais emballé dans du plastique, qui est fabriqué pas dans des conditions incroyables, forcément. Et moi, c'est plutôt aussi l'utilisation des ressources à outrance pour après finir à la poubelle. Donc toute l'énergie dont on a eu besoin pour produire les packaging, pour fabriquer et transformer les produits, et derrière le fait de les faire venir en camion, en l'occurrence c'était en cargo, ou en avion, et derrière de ne pas les utiliser. C'est un tel gâchis. Il y a un truc qui fonctionne pas bien, quoi. En fait, c'est très contradictoire, c'est-à-dire qu'ils se donnent une bonne conscience en choisissant les ingrédients, comme tu dis, de façon proche. Peut-être que parfois ils disent que certains produits sont bio, ou j'en sais rien. Et donc on pense que c'est respectueux de l'environnement, et en fait derrière il y a tout ce côté où on jette, où il y a du plastique. En fait, il y a beaucoup de contradictions, et en même temps, moi je suis la première à utiliser des crèmes et des gels douche, donc je jette pas la pierre sur toutes ces marques. C'est plus ce côté trop, la surconsommation et la surproduction potentiellement, ou le fait de devoir toujours renouveler ses gammes, d'être forcé un peu en marketing pour pouvoir vendre, de se renouveler en permanence. Et c'est plus ça qui, je pense, que je remets en question. Parce que oui, utiliser un gel douche ou des savons, se laver les cheveux, mettre de la crème, je suis la première à le faire. Donc, mais il y a quand même énormément de marques, énormément de concurrence et forcément du coup énormément de gâchis derrière. Et toi qui as travaillé pour 2 marques différentes, tu penses qu'il y aurait une façon d'essayer de moins jeter, de mieux calculer ce qui va être vendu ? Est-ce qu'il y a des façons d'améliorer ça, à leur échelle en tout cas ?
En fait, ils doivent tout remettre en question dans ces entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'y essayent, en tout cas. Je pense qu'il y a pas mal de marques qui vont vers cette tendance-là avec le juste utile, sans packaging, des produits respectueux au niveau des ingrédients qui sont mis, notamment chimiques pour la peau. Il faut savoir que tout ce qu'on met sur la peau transite après dans notre sang et autres. Donc il y a une vraie recherche, je pense, de respecter ce qu'on va mettre sur la peau et d'être vraiment sur le juste utile, le packaging réutilisable. Il y a quand même pas mal de choses qui se développent, mais maintenant... l'objectif, c'est quand même de faire tourner ces entreprises, de payer les salaires. Donc, il y a une contradiction qui est très compliquée à régler, je pense, de vendre. Mais tous les outils, je pense, informatiques, qui permettent de mieux gérer les stocks, ça, c'était indispensable. Et on y arrivait, en fait, à calculer au plus juste de combien on avait besoin de produits, d'éviter les erreurs humaines, de rajouter un zéro sur une prévision qu'on a mis à la main. Donc je pense qu'il y a des petits trucs comme ça qui peuvent quand même aider, en tout cas à limiter le gâchis à la fin, aider à gérer le stock, en mettre moins dans les boutiques peut-être. Enfin voilà, je pense qu'il y a des choses et il y a des réflexions dans toutes ces entreprises, il y a des réflexions aujourd'hui qui existent. Maintenant, voilà, moi il y a eu un moment où ça a commencé ma conscience écologique a commencé à prendre le dessus à ce moment-là. Ouais. Et après ces 2 expériences dans les cosmétiques, vient ton départ en Inde. Est-ce que tu peux m'en parler, m'expliquer comment ça s'est produit? Donc mon mari travaillait pour une entreprise qui faisait du vin et on lui avait proposé de développer le marché du vin en Inde. Et on avait des gens qu'on connaissait qui habitaient à Bombay, donc on les a contactés et on a réalisé que ça pouvait être une expérience incroyable. Donc on a décidé de partir. Moi, je me suis beaucoup occupée de mes enfants à ce moment-là, donc à Bombay. S'adapter à la vie quand même dans une mégalopole de 32 millions d'habitants, trouver ses marques, pas être trop inquiet par rapport à la vie là-bas pour 2 enfants en bas âge. Et en fait, les premiers mois étaient vraiment difficiles. J'ai allaité ma deuxième pendant 7 mois parce que j'étais inquiète d'utiliser des biberons, de les nettoyer ou autre. Donc j'étais quand même assez dépendante, on était dépendantes l'une de l'autre. Ma deuxième allait à l'école, mais pas non plus toute la journée. Donc en fait, j'ai été très dédiée enfant les premiers mois. Je me demandais vraiment ce que j'allais pouvoir faire pour moi, en fait, et comment j'allais faire en sorte que mes enfants soient bien et en sécurité, et pour que moi, je puisse faire quelque chose. Et là, donc, ma grande est allée à l'école américaine, et en fait, je mettais beaucoup de temps à l'emmener à l'école. beaucoup de circulation, donc je mettais peut-être une demi-heure le matin et 1h30 pour rentrer. Sauf qu'elle allait à l'école jusqu'au midi, et donc je repartais la chercher, et je revenais, et j'avais quelqu'un pour m'aider à la maison, qui du coup s'occupait de la deuxième. Mais tout est compliqué, quoi. Trouver à manger, il faut faire la boulangerie, elle est là-bas, les couches, c'est là, le supermarché, il est là. Et justement, le fait de ne pas avoir de travail, de t'occuper de tes filles, de rester auprès d'elles. Toi, tu disais que tu voulais pas être le cliché de l'expat qui reste à la maison et nanana. Comment tu l'as vécu de mettre en pause ta vie professionnelle? J'ai eu beaucoup de mal à profiter, en fait. J'avais beaucoup de culpabilité de ne pas travailler, de voir mon mari trimer et qu'on ait fait les mêmes études, donc compliqué. Je suis très reconnaissante d'avoir passé ce temps avec mes enfants pendant 3 années, du coup, en tout. Maintenant, quand je me retrouvais moi, avec moi-même, vraiment, je ne savais pas du tout où j'allais aller, quoi. Et cette angoisse de l'avenir était présente très, très souvent. J'arrivais pas à concilier les deux, en plus. J'arrivais pas à me détacher des enfants compte tenu de la vie dans laquelle on était, de la ville dans laquelle on était, des gens autour d'elle. Et ouais, surtout, les transports sont très longs en Inde. Enfin, tout est long, en fait. Donc, soit je passais du temps avec les enfants, soit je me trouvais un boulot, mais j'aurais eu du mal à faire les deux. Pour revenir sur la culture, tu as déjà donné quelques éléments. Mais au téléphone, tu m'avais parlé des côtés positifs avec les fêtes, etc. Et ça, je veux bien que tu m'en parles. Et aussi dans l'aspect négatif, donc tu as parlé de la longueur des transports, mais tu m'avais aussi parlé de l'inégalité entre les gens, de la pollution qui est très présente. Je veux bien que tu me parles un peu de ces 2 aspects culturels de la vie quotidienne en Inde, selon toi, ce que tu as vécu. Donc on est resté 2 ans en Inde à Bombay avec nos enfants, et ce que je retiens surtout de cette période, c'est déjà j'ai eu 6 mois d'adaptation, mais une fois qu'on a adhéré à cette culture et qu'on a ouvert les portes de pas mal d'endroits, c'est magique. Les fêtes sont incroyables, tous les dieux hindouistes.
L'architecture, elle est fascinante, enfin, leur culture est fascinante, les couleurs sont fascinantes, les tenues sont fascinantes. C'est un pays qui est incroyable. Mais le pendant, c'est qu'on a vraiment des jours ou même des mois où on adore et des mois où on déteste, et des jours où on adore, des jours où on déteste. Il y a une foule incroyable, enfin, c'est surpeuplé, quoi. 32 millions d'habitants à Bombay, on n'est jamais tout seul. Il y a énormément de trafic, donc de temps de transport incroyable, et une pollution du coup qui va avec, Pour donner des repères, on est en moyenne à 115 de ppm. À Lyon, à 80, ils mettent la circulation alternée en place et on a des alertes, critères, voilà, les voitures qui sont polluantes, elles n'ont pas le droit d'entrer dans la ville. Bon, à Bombay, on est à 115 en moyenne annuelle et ça monte à 300 facile. Et donc, en tant que personne occidentalisée, je dirais, on a l'occasion de sortir de la ville, de rentrer en France. Donc, on respire de temps en temps bien, mais les personnes là-bas, et notamment les pauvres, c'est compliqué. Donc les personnes riches mettent des purificateurs, et c'était notre cas. En tout cas, pour les enfants, on avait mis des purificateurs. Mais il y a une disparité qui est incroyable. Il y a 5% de très très riches en Inde, mais il y a aussi beaucoup de pauvres, de très pauvres. Mais il y a une disparité qui est un peu choquante. Ouais. Et ça, voir une ville ultra polluée, plus ce que tu voyais avant avec les cosmétiques, les choses jetées, est-ce que ça a commencé à cheminer un peu en toi cette prise de conscience écologique? Alors déjà, mon rapport au plastique a commencé un peu en Australie. J'ai été entourée de gens qui étaient très sensibilisés à cette cause, et notamment par rapport aux océans. Et là, arrivé en Australie, en Inde, où tu vois des arbres à plastique, beaucoup donc des proches de la mer, et tu as vraiment des arbres à plastique, quoi. Il y en a partout. C'est-à-dire partout. C'est-à-dire que tu arrives au bord de l'eau et il y a des arbres. Y a pas à l'endroit où on était, c'était pas des plages, c'était des cailloux. C'est recouvert de plastique. Les arbres, il y a des plastiques qui pendouillent aux arbres. Au moment de Ganesh Chaturthi, à la fête célébrée début septembre, ils jettent les Ganesh dans la mer. Donc ils les bénissent dans la mer. Il y a plein de solvants, de peintures polluantes et autres. Il y a des associations qui luttent contre ça, qui font en sorte qu'on utilise des peintures plus respectueuses. Mais on ne peut pas se baigner dans la mer de Bombay. Il y a une personne qui l'a fait et elle a été hospitalisée pendant 15 jours. Voilà. Donc et ça pourrait être Copacabana, quoi. Et donc, tu vas finir par revenir en France, et qu'est-ce qui va se passer? Donc on revient en France en mars 2019 pour des opportunités professionnelles du côté de mon mari. Et là, quand j'arrive, l'installation compliquée, mais on revient dans son pays, donc compliqué d'une autre manière. On met 6 mois pour avoir une carte vitale, enfin des trucs un peu administratifs, pas évidentes, mais au niveau des marques, en tout cas, on les reprend assez vite, mais j'ai décidé de ne plus aller au supermarché. Donc j'ai mis en place toute une démarche pour tendre vers le zéro déchet. Mais radicalement, quoi. Et j'ai commencé à lire énormément d'ouvrages sur les déchets, notamment. Et puis après, de manière... on y arrive forcément par cette voie-là, souvent, le climat et tout ce qu'on est en train de faire à la planète de manière générale. Et le fait d'avoir vu ça en Inde, j'avais eu un exemple concret de la destruction, entre guillemets, de l'habitat et de la nature, quoi. La mer ultra polluée, les forêts qu'on détruit, côté irrespirable de la ville. Ouais, j'avais commencé à le toucher un peu du doigt, mais c'est compliqué de l'expliquer aux gens ce qu'on ressent parce que tout le monde ne ressent pas forcément ça. Et je pense que j'avais une conscience écologique qui était présente et d'une maman assez consciencieuse depuis toujours. Et hormis ces choses que tu vas mettre en place dans ton quotidien à toi personnellement, tu vas aussi, en revenant en France, reprendre un travail. Je vais te laisser me l'expliquer. Et même dans ton entreprise, tu vas essayer de monter un peu des collectifs en lien avec l'environnement. Je veux bien que tu m'expliques ça. Donc là, en rentrant en France, j'intègre une grande entreprise pour travailler sur la partie contenu et notamment les packaging. Et on a essayé de réfléchir à une manière de mettre moins déjà de contenu sur les packaging, de voir comment on pourrait les réutiliser, de faire il y avait toute une étude sur des packaging qui servent après pour faire des robots, afin que les enfants réutilisent. Donc on réfléchissait à ça. J'ai essayé avec d'autres collègues de monter un collectif pour le climat. Compliqué, de trouver du temps aussi avec la vie de famille et autres pour faire son boulot et développer ce type d'activité, mais ça a commencé à germer. Et puis il y avait des ramassages de déchets réguliers autour du site et j'étais la première à m'inscrire, quoi. Donc je suis restée 3 ans dans cette entreprise. Il y a eu le Covid au milieu aussi qui nous a fait tous revenir à la maison et réaliser aussi ce qui était très important pour tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est réaliser ce qui était important pour moi.
Le fait de m'être lancée dans cette démarche zéro déchet, ça devenait vraiment mon quotidien et la nécessité d'aligner. Je ne pouvais pas être alignée en perso et pas au niveau pro. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je me suis dévalorisée, je me sentais vraiment plus du tout à ma place et j'avais besoin de partir de ce cercle vicieux. J'ai eu des pensées quand même assez négatives. J'avais envie qu'il m'arrive un accident de vélo, puisque j'allais tous les jours au boulot en vélo, ou une maladie, qu'on me découvre une maladie. Donc là, je me suis dit que ça allait trop loin. Et plutôt que d'attendre que tout ça arrive, j'ai préféré partir. Et une fois que tu quittes cette entreprise, qu'est-ce que tu décides de faire un petit peu pour... Alors, un énorme regain d'énergie. Sur le moment, j'ai appelé plein de gens qui avaient fait des reconversions. J'ai écouté des podcasts comme Les Déviations. J'ai retapé un appart à ce moment-là aussi. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai fait un bilan de compétences aussi à ce moment-là. Et c'est là que l'envie d'aller dans le bâtiment est ressortie. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de la Solive, qui est une formation pour être chef de projet en rénovation énergétique de 4 mois. Et puis je me suis inscrite en fait à la formation en juillet 2024. Et comment est-ce que tu expliques que là, à 40 ans, tu t'autorisais à travailler dans le bâtiment alors que tu ne l'avais pas fait avant? Qu'est-ce qui avait changé à ce moment-là? Je pense que j'avais plus rien à perdre et j'avais envie d'aller au bout de cette envie qui était ressortie vraiment au fond de moi, de m'écouter vraiment, beaucoup plus que ce que j'avais fait jusqu'ici, où j'avais suivi un peu le parcours qu'on m'indiquait être le bon. Et pour confirmer l'envie d'aller dans le bâtiment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des chantiers participatifs. Donc j'ai fait un mur en pierre sèche dans un habitat partagé pas très loin de Lyon. Et j'ai aidé une famille à restaurer un mur en pisé. Donc là, ça a confirmé l'envie d'être dans ce secteur, en tout cas de la rénovation et de la construction. Et donc, une fois que tu commences la Solive, je vais te laisser me rappeler l'intitulé de ta formation. Comment c'était, notamment d'apprendre enfin des choses qui t'intéressaient depuis que tu étais petite? Donc j'ai démarré la Solive, qui est une formation en rénovation énergétique pour être chef de projet en rénovation énergétique avec un diplôme à la fin, l'équivalent d'un Bac+2. C'était une formation en présentiel à Lyon avec 17 autres personnes dans la formation. Et c'était juste très très concret en fait. On parle de ventilation, de chauffage, d'isolation, d'entretien du bâti. Ce que j'ai trouvé très riche aussi, c'est qu'on venait tous de parcours différents. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, des gens du bâtiment, des gens qui n'étaient pas du bâtiment. Donc une expérience humaine aussi très, très chouette. On n'était que 2 femmes sur 17, mais pour le coup, je me suis pas du tout sentie... je me suis sentie plutôt à ma place, en fait. Donc à la Solive, la formation que tu as suivie, c'est plus pour faire un métier, on va dire, bureaucratique dans le bâtiment. Toi, à l'origine, ce que tu aimais, c'était faire toi-même avec tes mains. Pourquoi est-ce que tu as été plutôt vers une branche bureaucratique et pas vers un métier manuel du bâtiment? Il y a un moment où la raison prend le dessus quand même sur les choix qu'on peut faire professionnellement et j'avais pas envie de mettre à la poubelle toutes mes expériences passées de chef de projet, de gestion que j'avais pu avoir. J'ai hésité à un moment donné à poursuivre en conducteur de travaux notamment, ou être vraiment chef de chantier, être au cœur du chantier avec mon casque de chantier. Mais c'était des formations beaucoup plus longues et je pense le gap, le pas à franchir était beaucoup plus important. Et j'arrivais à la fin de mon chômage, j'avais quand même réfléchi pendant 2 ans. Et là, je sentais que c'était le moment en fait d'essayer de trouver un moyen de concilier les deux. J'ai rencontré ma chef actuelle pendant un café, pendant la Solive, qui m'a parlé de son métier, donc de rénovation en copropriété, chef de projet en copropriété. Et j'ai trouvé que c'était au contact des gens aussi, dans la rénovation, dans le secteur du bâtiment, ça permettait de concilier mon envie d'être au cœur de la transition écologique, dans un secteur qui en a vachement besoin, puisque c'est le premier consommateur d'énergie, c'est le 2e émetteur de gaz à effet de serre, donc il y a vraiment du travail là-dedans pour rénover les bâtiments, en fait, d'arrêter de construire et d'artificialiser les sols. Je trouvais que c'était, en tout cas, le secteur, le moyen de concilier mon envie de concret, de sens, d'utilité, en lien avec la transition écologique, tout en utilisant mes compétences de chef de projet,
d'être en lien avec les gens. Enfin, en fait, là, je suis donc assistant à maîtrise d'ouvrage. On accompagne des projets de rénovation en copropriété où on améliore le quotidien des gens. C'est la vie des gens qu'on améliore, c'est leur appartement, c'est là où ils vivent, ils passent le plus clair de leur temps. Donc il n'y a pas plus concret en fait. Maintenant, on n'annonce pas toujours des bonnes nouvelles. Il y a beaucoup d'investissements auprès des gens, mais c'est pour le mieux, quoi. On sait qu'à la fin, les travaux, ils vont vraiment apporter un meilleur confort thermique. L'été comme l'hiver, on va éviter que ce soit des passoires ou des bouilloires. Enfin, je sais pourquoi je le fais. Et j'aime beaucoup le lien qu'on a avec les gens aussi. La diversité des gens qu'on peut rencontrer. Je suis entourée de gens qui sont intéressés par réhabiliter les logements, réhabiliter potentiellement l'ancien. Et on a aussi eu la possibilité d'acheter une maison en pierre à restaurer. Et donc c'est là que je vais exprimer plus le côté manuel que je peux pas trop exprimer au quotidien. Parce que là, donc, tu as expliqué un petit peu les aspects positifs selon toi de ton métier, mais est-ce que tu peux me dire précisément où est-ce que tu travailles aujourd'hui, ce que tu fais, enfin, c'est quoi ton poste Donc j'ai commencé début février chez Urbanis Solutions Rénovation et on est dans la partie qui accompagne les projets de rénovation en copropriété. Donc des copropriétés qui peuvent aller de 20 logements à 1000 logements potentiellement. Donc c'est au cœur de Lyon et on intervient sur toute la région Rhône-Alpes. Ce sera ma dernière question. Tu as parlé à un moment, tu as dit que tu avais déjà été en crise de sens, etc. En quoi est-ce que là, travailler dans le secteur du bâtiment, ça t'apporte du sens à toi ? Que ce soit pour les cosmétiques ou pour ce que j'ai vu en Inde et puis le fait d'être devenu zéro déchet, j'en avais marre d'avoir le sentiment qu'on jette beaucoup et j'avais besoin de quelque chose qui reste. Et le bâtiment, c'est quelque chose qui reste. En tout cas, il existe et il a besoin d'être rénové pour rester encore plus longtemps. Et je trouve que ça a beaucoup plus de sens que finalement de faire des produits qui sont utilisés et jetés derrière. Donc moi, ça a permis de réconcilier cette quête de sens que j'avais au fond de moi en allant dans ce secteur.